les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Je vous raconte des anecdotes en cours de route. Je suis obligé de raconter ça comme ça me vient au cerveau. Tout se développe. Je voulais essayer de faire ça dans l'ordre, mais c'est pas possible. Je raconte ce qui me vient en tête, c'est pas la peine. Même si c'est pas dans le circuit. Alors, c'est une histoire qu'il faut que je raconte. Et donc, on avait un serveur tout habillé en blanc, avec des trucs rouges, là, un bonnet rouge, tout ça, qui était derrière chaque membre de l'équipage, était derrière, et on nous donnait des petites cartes où il y avait le menu dessus. Il y avait le menu, et alors on disait number 1, number 2, number 3, c'était marqué le menu sur le... Et alors, c'est là que vient une histoire que j'ai connue, et dont j'ai participé aussi, dont j'ai fait participer. Et il y avait un gars qui était assez marrant, un mécanicien qui était assez marrant. Et il y avait un Pakistanais qui était sympa. Il nous aimait bien, il était content, il voulait essayer de nous parler, tout ça. Et il essayait de trouver des mots. Et il y a il y a un gars de l'équipage. Il nous demandait toujours good. Alors, il demandait toujours si c'était bon. Et il y en a un qui lui a dit, je le dis avec l'accent, moi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et le pauvre gars, il avait appris ce mot-là, et il y a eu un problème. On a eu un gros problème, là. C'est qu'il y a eu une soirée qui a été faite à l'hôtel, justement, sur le grand jardin, dans le grand jardin. C'était les Français qui recevaient l'ambassade de France. Et ce pauvre gars, il croyait dire quelque chose de bien. À chaque fois qu'il servait un repas, il disait « c'est dégueulasse, c'est dégueulasse ». Il servait des repas, c'est dégueulasse. Mais cette histoire a été loin. L'ambassade s'est plainte au ministère des Affaires étrangères, qui a appelé la direction d'Air France, et la direction d'Air France, on a eu droit à un savon carabiné. Le pauvre gars. Ah voilà, c'est mon histoire de Karachi. Ah, le pauvre gars, il était gentil, ce petit. Il croyait bien faire. Je sais pas la suite de ce qui est arrivé, je sais pas. Il y a un truc assez drôle qu'il faut que je vous raconte quand même. Vous savez, quand j'ai commencé à voler, les femmes n'avaient pas le droit d'être mariées. Et à 40 ans, hop, on les foutait à la porte. C'est incroyable quand même. Hein. Et tout ça se passait en 1950. Vous savez, vraiment, les femmes se sont battues et elles ont encore à se battre beaucoup pour avoir des droits. C'est pas fini encore. Hein. Et ça reste encore difficile. Hein. Les chefs d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup des femmes chefs d'entreprise. Et il y a les femmes qui ont sûrement les mêmes qualités, même plus de qualités que certains hommes. Ben non, c'est ça, c'est resté. Le trou machiste, c'est vraiment un truc. Alors là, on s'est bagarré. Alors là, on a mis les pieds dans le plat. Là, on a eu un petit syndicat, nous, qui a été formidable. Ah, mon petit Brujard. Oh là là, un petit Brujard qui est décédé il y a pas longtemps. Qui a été le principal chef du syndicat. Il a commencé à faire le syndicat, puis on a commencé à se bagarrer. On était tous unis, tous au même syndicat. On était tous au syndicat, vraiment tous. On a fait des grèves, tout ça, mais personne n'est parti pendant les grèves. On a même débarqué en cours de route. Ça a été une unanimité. Il y a eu un gars qui est parti, qui était instructeur, je me rappelle encore. Je ne dirai pas son nom parce qu'il est décédé il y a l'année dernière, je crois. On l'appelait Sacater. C'est le seul qui est parti sur un courrier. Personne n'est parti, personne. On avait fait grève. On s'est défendu, on a défendu notre beefsteak. Et on a fait des grèves, tout ça. On s'est battu pour que les femmes puissent continuer à voler,
en étant marié. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se marier. Je verrais ça. C'est tout juste, on leur demande même pas d'être vierge pour un peu. Là, hein. Non, voilà, donc on a réussi, elles se sont mariées, les femmes ont eu des enfants, elles ont pu continuer à voler, et elles ont acquis le même droit que nous avions. Là, on s'est battu pour les filles, là. On s'est battu, tous les hommes, on a vraiment on a fait front pour leur faire, pour qu'ils puissent avoir ces droits-là. Ça a été assez difficile quand même. Et on était tous solidaires avec eux. Hein. Vraiment, on s'est bagarré, on a défendu nos droits. Vraiment, on a été très, très brillants dans ce domaine-là. Bon, maintenant, je sais que depuis 1990, il y a plusieurs syndicats, là. Il y a toutes les corporations. Je sais pas comment marche. Je sais pas, moi, je sais qu'il y a la compagnie en 85. Alors, je sais plus ce qui s'est passé après. Mais jusqu'à cette époque-là, on était encore unitaires, voilà. Je me souviendrai, j'étais avec Bastien, je me rappelle encore. C'était un vieux chef de cabine, c'était le plus vieux. Qu'est-ce qu'on a un passager, au premier rang, heureusement que c'était au premier rang. On voit, il est pas bien, puis on s'aperçoit, il meurt sur son siège. Oh, on est emmerdé, on fait une couverture dessus. Et on va jusqu'à donc, à Bagdad. Et quand on arrive à Bagdad, grande discussion avec l'escale et avec les représentants. Les gars ne voulaient pas qu'on débarque le passager. Ça a été une polémique. Enfin, on a réussi à débarquer le passager qui était mort dans l'avion. On part de Buenos Aires, donc on faisait Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, Rio. On décolle de Montevideo. Et paf, on a le feu à un moteur. Crac. Antoine m'appelle, il dit, Jean, vous annoncez qu'on retourne à Buenos Aires, hein, on a un incident technique. Alors je fais une annonce, je vois un gars tout blanc qui arrive vers moi, je suis décomposé. Il me dit, monsieur, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et monsieur, je ne peux pas retourner à Buenos Aires. Je ne peux pas, je vous en prie. Il faut que je voie le commandant de bord. Mais qu'est-ce que vous avez? Il me dit, je suis condamné à mort à Buenos Aires. Non, je vous en prie. Alors, j'amène au poste pilotage. Alors, Antoine, il discute. Et l'autre, il dit, monsieur, je ferai tout ce qui est ma possibilité. Alors, Antoine, il dit, mais moi, monsieur, vous n'êtes pas seul dans l'avion. Hein. L'avion était complet, hein. Il dit, je peux pas m'amuser avec la vie des passagers. Écoutez, bon, il dit, vous restez là, on va s'occuper de vous. Le gars reste au poste pilotage et on se pose à Buenos Aires. Et là, à bord, les mécaniciens lui ont filé leur veste. Eux, ils sont descendus en petite chemisette blanche. Et lui, il avait la veste des mécaniciens et la casquette des mécaniciens. Et à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant. Maintenant, ils vous font enlever les chaussures. Quand je revois ça, moi, ça me fait rendre malade des fois. La dernière fois, on m'a fait enlever les chaussures. Et alors là, il venait au pied de l'avion, il y avait une camionnette qui venait, et on montait, et on passait la douane. Les gars venaient nous saluer, les gars de la douane venaient nous saluer. Et hop, et on a embarqué notre passager. Il est allé à l'hôtel, il a couché avec un mécano dans la chambre d'un mécano qui avait 2 lits. Et le lendemain, hop, rebelote, on l'a remonté à l'avion. Et puis on l'a décollé. Ah, il avait eu chaud, le pauvre gars. Je refais un autre courrier sur Saigon, Hong Kong. On part de Paris, on fait comme toujours Beyrouth, Damas, et on arrive à Bagdad. Oh là, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? J'ai mes oreilles qui se bloquent. Oh, un truc incroyable. J'ai les oreilles, j'ai l'impression que j'ai une aiguille qui me traverse les oreilles d'un côté à l'autre. Je sais plus quoi faire. Je vais dans les toilettes, je me mets la tête par terre et puis en l'air, je sais plus quoi faire. Et je descends et j'arrive à Karachi, je sors. J'arrive à l'hôtel, on appelle un médecin qui vient me voir. Le gars me fait une piqûre de pénicilline. Alors, 53, là, vous savez, la pénicilline, elle n'était pas réglée comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe d'un coup? J'ai une allergie à la pénicilline. J'ai la bouche qui gonfle, la langue. Oh non, merde. Alors, le toubib dit, bon, écoutez, on va le faire hospitaliser. Et je me suis retrouvé à l'hôpital Saint-Paul à Hong Kong, à Saigon. J'ai passé 10 jours, puis les gars pouvaient rien faire. Bon, j'avais mes oreilles toujours bloquées, toujours des douleurs. Ça s'était un peu atténué quand même, les douleurs. Et je suis resté 1 mois à Saigon. 1 mois. Impossible de débloquer.
On m'a envoyé au spécialiste de l'acupuncture, un Chinois. Et là, j'étais rentré dedans, le type m'avait regardé et dit, ah non, il dit, moi, je peux rien faire pour vous, c'est pas mon domaine, je peux rien faire pour vous. Donc, j'étais revenu. Et j'ai dit, bon, bah, il faut que je rentre quand même à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain, le mécanicien, que je vous ai dit. Son nom est revenu, c'était Charles Duplessis. Et donc, je me retrouve à Paris. Alors, à Air France, j'ai mes services médicaux d'Air France, commence à me faire, on va y dévier la cloison, on va faire ci, on va faire ça, et je suis emmerdé avec ça. Et je vais me pointe à l'hôpital intercontinental de Champigny. Je rentre donc dans un cabinet. Bon, je suis devant un interne, il me dit, qu'est-ce que vous avez? Bah, je dis, voilà, j'ai mes oreilles qui sont bloquées, je monte dans un avion, j'ai mes oreilles se bloquent, je suis coincé, tout ça, ah bon. Alors, le patron, c'était je me rappelle de son nom, hein. Ah, celui-là, j'ai pas oublié, c'est le professeur Dumay. Il était dans une pièce à côté. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, c'est un monsieur, là, il a les oreilles bloquées, tout ça, quand il monte dans un avion, il a les oreilles bloquées. Alors, j'entends qu'il dit, bah, il a qu'à rester par terre, s'ils avaient mal dans les avions. L'autre dit, oui, mais il travaille à Air France. Ah! Je vois le gars, il sort de son cabinet, dans l'autre cabinet, il vient vers moi, et sans me toucher, sans demander, il me dit, écoutez, monsieur, je sais ce que vous avez. Alors après, il m'a expliqué quand même. Il m'a dit, voilà, il était médecin dans une formation américaine d'aviation qui était basée à Manchester. Et ils ont eu ce problème-là. Tous les gars qui partaient faire des missions, ils revenaient, ils avaient les oreilles bloquées comme j'avais eu, ils pouvaient plus voler, ils souffraient, tout ça. Et ils ont trouvé le moyen de guérir de ça. Et il m'a dit, voilà, il y a 2 sondes de radium, de sondes de Crohn. Je me rappelle encore les sondes. Il appelait ça les sondes de Crohn. On n'a que 2 sondes qui circulent en France. C'était après la guerre, hein, quand même. On n'avait pas encore tout le matériel qu'on a aujourd'hui. Et mais aussitôt que les deux Crohn passeront, je vous appellerai et vous viendrez et on fera un test et on vous mettra les noms. Bon, j'attends 8 jours et puis 8 jours après, on m'appelle, on me dit venez tout de suite. Alors je suis allé. Et là, on m'a mis les sondes de Crohn dans les oreilles pendant une demi-heure, chacun, même pas 20 minutes, je me rappelle plus exactement. Je suis rentré, je dis, qu'est-ce que je fais? Il dit, oh non, c'est fini, hein, maintenant mais je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, vous comprenez, il me dit, vous voyez, vous avez la trompe de Sach, c'est une ouverture qui correspond, par exemple, à une pièce de 5 francs. Et là, vous aviez tout un tas de trucs, des charbons, tout ça. Tout ça se met autour de votre trompe. Et au lieu d'avoir un trou comme une pièce de 5 francs, vous avez un petit truc d'un centime. Et donc, aussitôt que vous avez une petite inflammation, toc, ça se bloque et vous restez avec les oreilles bloquées. Et il dit, bon, maintenant, vous allez attendre un petit peu, vous allez cracher. Effectivement, pendant une 8aine de jours, je riflais. Le radium avait détaché toutes ces saloperies qui s'étaient entourées. Et puis après, j'ai revolé pendant toute ma carrière. J'ai volé avec des gros, oui, mais bon, ça n'a ça. Voilà, c'était grâce au professeur Dumay que j'ai pu refaire ma carrière. C'est parce qu'il était, à un moment donné, à France, on avait dit, écoutez, si vous avez des gros problèmes, on vous mettra au sol. C'est grâce à Dumay que j'ai pu revoler et pu faire ma carrière. Là, des fois, vous savez, ça tient pas à grand chose dans la vie. Un petit truc, une rencontre, et puis, je vous ai toujours parlé de ça. C'est un truc, j'ai dit toujours, moi, regardez dans votre vie. Des fois, un petit truc de rien du tout, une rencontre, vous loupez le train, hop, et paf, et vous rencontrez quelqu'un et toute votre vie, voilà, des petits détails comme ça m'a permis de pouvoir continuer ma carrière. Alors, il y a une chose que je veux vous dire, c'était le retour. Alors, le retour en voiture, d'ailleurs, c'était assez drôle. Quand on allait à Las Vegas, c'était toujours des lignes droites, des autoroutes de 4 voies quand c'était pas 5, hein. Et c'était tout droit. Alors, c'était assez drôle parce que des fois, on arrivait sur la route de Las Vegas qui était toute droite et on voyait des traces de pneus, mais sur la route. Et puis ça allait. Et c'était des gens qui s'endormaient sur la route, hein. C'est vrai, la route était très longue, il faisait chaud, tout ça, la route toute droite. Les types aux États-Unis, il y a beaucoup d'accidents qui sont dus justement. Les gens font des très très longs parcours et ils s'endorment au volant sur des routes toutes droites comme ça. Et il s'avère que je fais un courrier, je pars en vacances à Tahiti et je reviens de Tahiti par Los Angeles. J'emmène Jacqueline avec moi, avec mon petit.
On avait rigolé parce que je jouais à la cabine, au truc dessous, et mon fils était dehors, il n'avait pas le droit de rentrer. Alors elle lui faisait voir. C'est assez drôle, c'était le jour de Noël, je me rappelle encore. Et il y avait un petit truc dans une petite shop où ils vendaient des trucs de cow-boy, tout ça. J'avais acheté ça, il s'était habillé en cow-boy, et moi aussi. Jean-Claude avait une petite caméra, il nous filmait, on faisait semblant d'attaquer la cow-boy, et puis je tombais par terre, enfin. On avait fait tout un petit cinéma, on s'était bien amusé. Ah, j'ai une petite anecdote qui me revient là sur Tana. Oui, on arrivait à l'aéroport et on déjeunait en général à l'aéroport. Et il y avait sur la table des petits piments. Vous savez, comme les cacahuètes, des trucs qui étaient sur la table. Et on avait un sioux qui s'appelait Wang. Et lui, il arrivait et il prenait les petits piments. Il se mettait un petit piment il mangeait un petit piment comme ça. Il y a une hôtesse qui était là, qui le voit, elle pensait me prendre ça comme des cacahuètes. Elle fait une réaction, mais alors d'une violence. On savait plus quoi faire. La bouche avait enflé, la langue. Oh là là là. On était très obligés d'appeler un médecin et puis on l'a ramené à la maison. Elle était très 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 mal. Voilà, c'était une anecdote. La pauvre, elle voyait ça, elle croyait que c'était des cacahuètes. Et Wang, lui, mangeait ça, lui, ça lui faisait rien du tout. Voilà. Puis là, j'ai visité les pyramides. J'étais à Tchoura j'étais avec une hôtesse et un autre copain à 3. On avait loué des chevaux et on avait été visiter les pyramides. Et alors, je me rappellerai toujours, la fille, elle est montée. Elle était montée avec une jupe, donc elle a monté les fesses carrément sur la selle comme ça. Ah, je me rappelle le lendemain, elle m'avait engueulé, bande de salauds avec vos conneries. Elle avait les cuisses toutes rouges, tout ça. On lui a pas demandé comment était son minet, mais la pauvre, elle s'est baladée les fesses sur la selle comme ça on a passé 2 ou 3 heures, plus de 3 heures, 3 ou 4 heures, là. On faisait pas du galop, c'était juste de la promenade, c'était joli, ouais. On avait visité les temples, le temple de... Bon, je vous laisse, et puis, allez, bonne notte, et puis, si vediamo un'altra volta. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.